laisse vous installer pour écouter la prochaine table ronde, puisque Radovan vient de parler justement du contexte. On a eu envie d'interroger un peu la responsabilité. On a parlé de qualité de contexte. On a bien sûr parlé d'un certain nombre de dérives dans le digital qui ont été liées à des sujets contextuels, à des sujets de privacy aussi, à l'ensemble finalement des attentes aussi qui montent en termes de responsabilisation. On sait que les agences se sont dotées d'un certain nombre d'outils de mesures bien sûr, pour répondre aux attentes de leurs clients. On a vu que, pour reprendre le terme d'Ose ce matin, cela s'est fait parfois dans une certaine cacophonie. Ça a été le cas notamment au cours de l'année sur le sujet de la mesure de l'impact carbone. L'UDECAM a voulu faire un peu le point, avec un peu de recul justement, sur ces outils, s'interroger pour essayer de vérifier si jamais d'abord ces outils sont les bons, ensuite mesurer leur efficacité donc sur la responsabilité, mais aussi leur impact sur l'efficacité des campagnes. Pour répondre à l'ensemble de ces sujets donc qui s'affichent, impact environnemental, brain safety, médias de contenu, le marché est-il responsable? Je vais inviter Sarah Benlolo, journaliste de CB News, à me rejoindre sur scène avec ses invités. Corinne Abitbol, DG Marketing Sciences d'Omnicom Media Group, Grégory Gazagne, directeur général de Snapchat en France, Julie Humeau, qui est Média et Marketing Insight Director de Dentsu, et Jean Muller, exécutif vice-président Sales Intelligence de JC Deco. Bonjour à tous. Merci déjà à tous de votre participation à cette table ronde. Notre temps est compté, donc je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet autour de ce large thème qui nous occupe ce matin. Je voudrais commencer avec vous, Corinne, autour de cette notion de responsabilité qui est devenue complètement nécessaire, complètement demandée par le marché, et voilà, cette façon de faire peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux. Tout à fait. Et en fait, ce sujet, il est central, et on va voir en fait qu'il est extrêmement interconnecté avec ce qu'on a évoqué précédemment, la mesure bien sûr, mais surtout l'efficacité. On le rappelait à l'instant, l'attention est essentielle parce que on ne veut pas d'automesure, et on veut aussi, au-delà de quantifier les choses, les qualifier. Notre métier, je crois, en tant qu'agence média, c'est aujourd'hui, mais comme ça l'a toujours été, c'est l'efficacité, c'est délivrer finalement ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est des ventes, mais pas que, c'est de la brand equity. Et puis, c'est aussi une certaine façon de faire notre métier, encore une fois, dans la qualité. Et en fait, pourquoi ce sujet, il est essentiel? Parce que, en effet, il y a eu la course à cette quantité, et aujourd'hui, il faut mieux faire. Pour mieux faire, il faut se poser aussi cette question de la responsabilité. Et dans cette notion qu'on a vue de l'attention, eh bien, la responsabilité est au cœur. Aujourd'hui, on sait qu'une campagne finalement digitale représente en moyenne 5,2 tonnes d'impact carbone. C'est énorme, ça représente à peu près 20 000 kilomètres réalisés en voiture. Alors, c'est toujours la course à plus, et finalement, l'attention est aussi une bonne façon d'optimiser nos campagnes, puisque en optimisant une campagne digitale sur ce critère de l'attention, on est capable de baisser de plus de 60% en fait ces émissions carbonées. Donc on voit bien que les sujets aujourd'hui, ils sont totalement liés, interconnectés, et je pense que ça va être aussi la thématique, on le voit d'ailleurs, la brand safety est aussi une façon de mieux monitorer notre responsabilité pour la responsabilité des marques. Merci. Julie Brouvoux, cette question de la responsabilité, c'est littéralement un vecteur de progrès pour les annonceurs. C'est clairement aujourd'hui on est obligé de passer par là. Je peux reprendre la métaphore des haricots. En fait, aujourd'hui, il y a la façon de les compter et la façon aussi combien ça coûte à la planète d'élever ces haricots et de les faire pousser, grandir et de les récolter derrière. Donc on est obligé aujourd'hui d'intégrer ce paramètre-là dans notre travail avec les agences. Intrinsèquement, on a ce rôle central, les agences, d'être entre les annonceurs et les régies et d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Dans le meilleur des deux mondes, on a choisi que ce soit une mission, on s'est intégré aujourd'hui dans nos statuts, et on contribue aujourd'hui à
rendre le marché plus responsable, à la fois côté annonceur, mais aussi côté régie. Donc on travaille de pair avec toutes les entités pour qu'aujourd'hui, chaque contact soit utile, qu'il soit vecteur aussi d'attention et qu'il soit diffusé dans un cadre brand safe, et aussi qui va chercher de l'attention. Enfin, bien entendu, l'attention est un critère essentiel, et aujourd'hui on parle même plus d'économie de l'attention, on parle d'écologie de l'attention, parce que plus on va avoir des contacts utiles, moins on aura de contacts à diffuser, plus notre empreinte carbone sera faible. Et aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on est en train de mettre en place, tout le marché, individuellement aussi avec chacun de nos annonceurs. C'est un travail de longue haleine, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi montrer que diffuser moins, ça ne veut pas dire toucher moins de personnes ou les toucher moins bien. Et donc tout ce travail qu'on a autour des calculettes carbone, parce que c'est un sujet, c'est un vecteur de progrès de toute façon pour l'ensemble du marché. Même si aujourd'hui, on a quelques écueils dans la façon dont c'est mis en place. Merci. Grégory, cette question de responsabilité, vous percevez, vous aussi, une demande de la part de vos annonceurs, vous vous engagez, vous aussi, au sein de cette filière, y compris en tant qu'acteur du digital? Oui, bien sûr. On peut pas passer à côté. On a 3 grandes priorités chez Snap. La première, ça va être de prendre soin de notre communauté. Ça commence par là. On a 20 millions de gens qui se connectent tous les jours sur Snapchat en France, mesuré par Médiamétrie. Sur ces 20 millions, il y a 7 millions en fait, de 13-24 ans. C'est 90% des 13-24 en France qui se connectent. Notre responsabilité, c'est de leur offrir une plateforme où ils peuvent se sentir en sécurité. Et puis de leur apporter ensuite des solutions par rapport à leurs problématiques d'ados et post-ados qui vont être travaillées. Alors on a des plateformes, un portail sur la lutte contre les addictions, la drogue. On travaille avec le gouvernement, donc c'est Here for You. Et puis on a, sur Heads Up, et on a Here for You qui est sur tout ce qui est thématique de harcèlement, de dépression, etc. Donc quand on parle d'impact, on parle aussi d'impact au niveau de ce qu'on peut apporter à la société et quelle est notre responsabilité de nous en tant que plateforme avec l'audience qui est la nôtre, la particularité de l'audience qui est la nôtre. Le deuxième élément, c'est la brand safety, qui est une autre priorité, c'est d'offrir à nos annonceurs et aux agences avec lesquelles on travaille un environnement responsable en termes de contenu. Donc on travaille avec les grands médias, on a toute une chaîne avec un système de partage de revenus avec les grands médias, avec TF1, M6, Le Figaro, Le Point, je ne vais pas tous les citer, mais on a 90 médias qui travaillent avec Snap. Et puis on a une volonté, alors qui nous impacte parfois dans notre capacité à générer, on va dire, de l'influence, mais on cherche à faire de l'influence responsable, et on modère tous nos contenus en fait a priori, qui sont essentiellement aussi modérés de manière humaine. Ce qui coûte énormément d'argent, mais ce qui est aussi notre conviction en fait, dans ce que doit être notre plateforme et la manière dont on doit répondre en fait, aux problématiques des annonceurs. Et puis le dernier point, pas dans l'ordre d'importance, mais c'est aussi effectivement l'impact donc des campagnes, comme l'a dit Corinne. Aujourd'hui, qu'on a publié dès 2019 chez Snap un Citizen Snap Report, pour ceux qui veulent aller voir, c'est intéressant, c'est la totale transparence de tout ce qu'on met en place au niveau de la société. On a des responsabilités aussi dans la mixité, l'intégration en fait, des communautés, dans tout ce qui est environnement. Et donc la manière dont aujourd'hui Snap est neutre en carbone et on veut être carbone négatif d'ici 2030. Et puis également sur tout ce qui est gouvernance de la société. Et dans cet univers-là, dans tout cet impact, en fait, on investit de manière extrêmement importante. Il y a 2 ans, alors notre impact à nous, c'est le Scope 3. Le Scope 3, c'est tout ce qui est indirectement lié à l'activité de la société. Ça va être le commute, donc les transports des employés pour aller au bureau, ça va être les voyages professionnels, ça va être l'utilisation de la batterie des téléphones, et puis ça va être en fait le cloud et tout ce qu'on utilise au niveau du cloud. Donc on travaille avec les partenaires de cloud pour faire en sorte qu'on consomme le moins possible et d'être au plus près en fait des clouds par rapport à la data qu'on doit stocker. Maintenant, l'avantage d'être une plateforme avec des messages éphémères, c'est qu'on ne stocke pas beaucoup. Et ce qui fait aussi qu'on est assez vertueux sur les autres éléments de l'impact. Donc au niveau de l'entreprise, on a baissé de 50% l'utilisation des batteries sur les téléphones, sur les iPhones, il y a 2 ans. Et on continue. L'année dernière, en fait, on a 40% de baisse indexée sur le revenu en fait, de la consommation d'énergie chez Snap. Et puis, on a voulu aussi, et je pense qu'on en parlera, mais essayer d'avoir une politique vraiment franco-française et de se dire aujourd'hui, on a des grands clients, des agences qui utilisent des outils locaux pour mesurer l'impact carbone. On a travaillé avec Impact Plus pour voir quel est effectivement notre impact en termes de campagne média.
Et sur des formats vidéo, on a 77% moins de consommation énergique chez Snap que les autres plateformes, dû à nos investissements, dû à notre conception qui est assez particulière. Et tout ça, effectivement, c'est des sujets dont on peut pas ignorer en fait l'existence aujourd'hui. De là à dire que ça change drastiquement en fait les investissements, c'est pas vrai. Merci. Jean Muller, pour vous aussi, désormais, c'est devenu inéluctable, incontournable d'être responsable? Oui, deux remarques liminaires. La première, je pense que c'est une responsabilité qui est collective, qui est finalement, c'est quoi l'avenir de la filière publicité, où la filière, elle va être capable, dans les années qui viennent, de démontrer qu'elle peut être un accélérateur de la transition, ou je pense que collectivement, on va avoir de grandes difficultés. Donc d'abord, c'est une responsabilité collective. La deuxième, c'est une petite observation personnelle. Ce matin, pour venir ici, je suis parti d'une porte de Paris, j'ai longé les quais de Seine, je suis arrivé place de la Concorde. Puis je ne vous cache pas que je vais la partager avec vous, j'ai une petite émotion en arrivant rue Royale. J'ai vu la façade de la Madeleine, magnifique. Et en m'avançant, j'avais à gauche la perspective de l'église Saint-Sulpice. Et je la trouvais merveilleusement éclairée, alors qu'on est au mois de novembre et que le ciel était quand même assez gris. Et puis, en prenant le boulevard des Capucines, j'ai vu les abribus et les colonnes Maurice, et je me suis dit que finalement, j'étais fier de mon métier. Et j'étais fier de notre métier parce que il y a des médias qui sont plus ou moins responsables et plus ou moins utiles. C'est la publicité qui a fait, c'est les entreprises qui ont communiqué sur ces façades, qui ont permis la réhabilitation de ces monuments historiques de Paris. Et c'est les marques qui financent le fait qu'aujourd'hui, on apporte des biens et des services à la collectivité parce qu'ils sont financés par la publicité. Et donc, je pense que dans cette mesure de la responsabilité, il est important de comprendre que le modèle économique de notre entreprise, il est extrêmement vertueux. Il est extrêmement vertueux parce que 40% de la valeur ajoutée qu'on crée, elle est redistribuée à nos mandants et particulièrement aux collectivités locales pour financer des crèches et des besoins des citoyens. Et si ce n'était pas la publicité, si ce n'était pas les annonceurs qui les finançaient, ce sera la charge du contribuable. Et d'ailleurs, on peut continuer. 30% de cette valeur ajoutée, c'est des sous-traitants et des fournisseurs. Et 21%, c'est pour nos collaborateurs au travers des charges de personnel. Donc, et puis je finirai par un dernier chiffre. Je suis un peu long, mais comme on a peu de temps, je garde un peu le micro. C'est que 50% de notre chiffre d'affaires, il est éligible à la taxinomie. C'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire qu'on contribue à la transition. Parce que quand on favorise, quand on encourage les gens à utiliser les transports en commun, le bus, ou lorsqu'on propose des modes de mobilité très doux comme ceux des vélos en libre service, eh bien, on est totalement intégré dans cette transition. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, Quentin, on a vu qu'au début de ces rencontres, il n'y a probablement pas assez de campagnes. On va mesurer la nature des campagnes de nos annonceurs, mais je pense que c'est important que ceux qui ont la responsabilité, comme vous, mesdames, de conseiller, d'orienter le choix des annonceurs dans leurs investissements médias, eh bien, ils prennent totalement conscience du fait qu'il y a des médias qui sont peut-être un peu plus responsables que d'autres. Alors moi, je me réjouis, monsieur, que vous ayez des trajectoires très fortes en matière de réduction des émissions, mais j'ai envie de vous dire que pour tous les acteurs de l'industrie digitale, il y a du boulot. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par KPMG et qui mesure de manière très précise, puisque le thème de ce séminaire, c'est la mesure, la contribution à la fois énergétique et en termes d'émissions des différents médias. Et ça peut peut-être vous surprendre, mais quand on additionne l'out-of-home et le digital out-of-home, la communication extérieure avec la radio, on est ceux qui sont les moins consommateurs à la fois d'énergie et d'émissions de CO2. Et on prend des engagements. L'UPE a pris des engagements dès mars 2021, en signant des plans de sobriété, en déposant le contrat climat à l'ARCOM. Donc on prend collectivement des responsabilités. Et on explique comment on fait. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, il faut expliquer comment on fait.
Nous, on a déjà réduit de 27% nos émissions de CO2. Et on s'engage à les réduire de 60% à échéance de 2030. La neutralité, ce ne sera pas avant 2050, parce que c'est difficile. Et on peut expliquer comment on fait. On peut expliquer comment on fait, par exemple, quand on remplace tous les néons de nos mobiliers par de l'éclairage intelligent, qui consomme 60% de moins. Quand on favorise l'éco-conception. Quand on indique aux collectivités que au lieu de changer le matériel, quand on le rénove, on fait moins 69% de CO2. Quand on demande à tous nos collaborateurs de freiner les déplacements. Quand on vient ici en véhicule électrique, ça coûte plus cher. Mais tout ça, ça coûte plus cher. Donc c'est des engagements concrets. Il faut le faire savoir. Et il faut aujourd'hui que, si on veut accélérer cette transition, quand on choisit son investissement, on puisse être en pleine conscience de tout ce qui est fait par les uns et peut-être un peu moins fait par les autres. Merci. Alors tous ces engagements se heurtent aussi. Tous ces engagements et ces bonnes volontés se heurtent aussi à certaines limites, certains obstacles bien concrets dans la vie de vos entreprises, dans la vie de vos clients. Alors, l'un des obstacles, c'est peut-être déjà celui des coûts. Alors, Jean, je vous redonne la parole. Non, vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous redonne la parole là-dessus, sur justement, pour un groupe comme JCDecaux, ce que ça représente, justement ce que vous venez de dire, quand on change du mobilier, quand on fait de la recherche technologique, pour tout ça, en quoi ça impacte un groupe à l'échelle qui est la vôtre? Non, ce que je veux dire, et ce n'est pas uniquement le fait de JCDecaux, c'est que si on veut aller vers cette responsabilité, c'est très compliqué. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention quand on annonce un certain nombre de trajectoires. Parce que c'est très difficile à atteindre. Et tout le monde le sait. Un, c'est difficile. Et deux, ça coûte très cher. Et ça coûte plus cher. Parce que de couvrir toutes ces dépenses énergétiques par des énergies renouvelables, ça coûte plus cher que si on ne le fait pas. Parce que de muter son parc automobile, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que l'éco-conception des mobiliers et de ne pas aller acheter les mobiliers et pas les faire dans des pays très lointains ou dans d'autres continents, ça coûte beaucoup plus cher. Et à un moment, oui, les choix responsables, c'est aussi... par exemple, nous, on plaide pour que la commande publique soit beaucoup plus raisonnable. La commande publique en France, c'est 150 milliards chaque année. Et il y a seulement, je ne vais pas dire de bêtises, un marché public sur 5 qui a véritablement des critères discriminants en matière d'environnement. Donc, c'est compliqué et ça coûte très très cher. Donc quand on prend des engagements et que ces engagements, là aussi, il y a des organismes qui sont là pour les vérifier, donc c'est très très sérieux. Je veux dire, c'est compliqué. Et cela étant, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on va pas le faire. Parce que nous, on a coutume de dire qu'on est responsable depuis toujours et pour toujours. Et puis c'est un vrai choix de société. Puis c'est aussi un moyen d'avoir une véritable raison d'être en capacité aussi demain de recruter et de faire venir... voilà. Mais ça coûte très très cher, en R&D, en investissement, en coûts, en charges d'exploitation, et c'est très très compliqué. Grégory, vous l'avez dit, vous aussi, ça a un impact direct sur vos coûts, mais aussi sur votre rayonnement, sur votre stratégie d'essayer d'atteindre cette responsabilité. Non, bien sûr, Jean l'a très bien présenté. Toutes les entreprises qui font des investissements importants n'ont pas un retour sur investissement immédiat. Donc on pense que il faut y aller. En tant qu'entreprise, on a cette responsabilité. Ensuite, en tant que même d'employé, dans la valeur de marque de l'entreprise, c'est important. Mais effectivement, le retour, il est pas maintenant. Et donc, on travaille avec les clients. C'est prioritairement nos clients aussi qui lancent en fait ce débat. Parce que tous les investissements qu'on fait dans les sociétés, et je comprends que pour Decaux, ils soient extrêmement importants, ils sont aussi liés à la volonté d'avoir une réponse par rapport à ce qui se passe dans notre société et environnement, mais aussi que ça soit valorisé en fait par rapport aux investissements médias. Et ça commence à l'être. Des grands annonceurs, on a entendu L'Oréal tout à l'heure, je peux citer LVMH et d'autres, sont très très présents sur ces thématiques-là, commencent vraiment à prendre en compte en fait la capacité de nos sociétés à répondre à ces enjeux. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas encore un critère discriminant. Aujourd'hui, on a beau faire de la modération de contenu extrêmement forte chez Snap,
Et ça a beau être un sujet qui est extrêmement important pour les annonceurs avec lesquels on travaille, on voit ces mêmes annonceurs investir sur des plateformes où il y a un contenu qui est totalement incontrôlé, avec des commentaires publics totalement incontrôlés, etc. Donc on n'est pas non plus dans un univers où ce retour sur investissement, il va être court terme. Mais il est indispensable. Il est indispensable par rapport à la planète et aux enjeux long terme. Il est indispensable dans le recrutement en fait, de nos collaborateurs, pour qui c'est des éléments où on ne peut pas se projeter dans une société qui ne fait pas ce genre d'investissement. Et puis il est indispensable ensuite parce qu'à un moment donné, ok, on vend de la pub, on peut en penser ce qu'on veut, je vis très bien, je dors très bien, mais parce qu'aussi on fait les investissements nécessaires pour se dire j'ai envie d'être un peu plus vertueux que mon voisin, que ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et oui, c'est nécessaire. On espère assez rapidement que cette conscience va être de plus en plus prise en compte, ce qui est déjà le cas avec les agences notamment avec lesquelles on travaille, mais dans le media planning, des campagnes de plus en plus. Merci. Est-ce que, alors, dans cet environnement, il y a les groupes médias, les plateformes. Il y a aussi évidemment des annonceurs, voilà, qui ont plus que leur part dans cet écosystème. Corinne, pour ces annonceurs justement, vous nous avez dit que c'était voilà une question qui montait de plus en plus, que vous passez un message de responsabilité et d'efficacité. À quel point est-ce que c'est devenu un deal breaker pour les annonceurs ou pas? Alors peut-être selon les secteurs, peut-être selon la maturité de chacun. Tout à fait. Il y a une question de maturité. On l'a d'ailleurs évoqué tout au long de cette matinée, aussi en lien évidemment avec le volume des investissements et même, je dirais même, la nature des investissements. Si on regarde finalement au sein des différents secteurs, on l'a un peu évoqué, c'est vrai que certains sont plus matures. Pourquoi ? Parce que avec une mesure qui est déjà un petit peu plus aboutie et une capacité aussi à définir le rôle de la brand equity. Elle est fermement définie avec des indicateurs précis et surtout, on connaît sa contribution sur les ventes. Et du coup, quand on tient à cette brand equity, on va être absolument très regardant évidemment sur la brand safety, mais aussi sur l'impact environnemental. Et donc, pour certains de ces annonceurs, évidemment, on voit tout de suite que ça fait partie même des contrats, et donc qu'il y a des engagements qui sont pris dès le début de la collaboration avec des mesures. Et je crois que c'est un sujet qu'on va évoquer. Alors oui, il y a plein d'outils, il y a aussi une certaine cacophonie sur cette thématique, mais j'ai envie de dire, finalement, il y en a toujours eu dans nos métiers et dans les évolutions de nos métiers. Est-ce que c'est grave? Si ça va dans le bon sens, c'est pas si grave que ça, parce que les choses vont se tasser dans le temps. On a en effet différentes méthodologies. Nous, on utilise au sein d'Omnicom le protocole, le gaz protocole. Bon, d'autres utilisent d'autres méthodologies, la méthodologie PEF, etc. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'être d'accord sur la mesure qu'on va opérer pour notre annonceur, être transparent et créer ce climat de confiance qui est nécessaire, quels que soient les sujets qu'on aborde. Une fois que cette confiance est établie, l'outil, finalement, va surtout nous permettre de faire mieux. Encore une fois, le but, c'est pas de faire plus, c'est de s'améliorer et de créer une courbe d'apprentissage, de savoir avec quels partenaires on va travailler et d'écouter nos partenaires. Parce qu'en fait, je tiens à redire aussi qu'en tant qu'agence, on est là pour conseiller les annonceurs. On est là aussi pour écouter les médias. Et je vous remercie tous d'ailleurs parce que, en fait, les différentes études que vous mettez à notre disposition, les différents protocoles que vous lancez, nous enrichissent et nous permettent de faire ce travail de pédagogie. Sans l'étude sur l'attention, sans tout le travail qu'a fait JC Decaux, sans le partage également des engagements de Snap, il nous est difficile de voir clair aussi dans ce panorama. Donc, notre rôle, c'est de récupérer toutes ces informations, d'en faire finalement une digestion la plus simple possible, et les outils derrière, les outils, je pense qu'avec le temps, ils vont très certainement être moins nombreux, comme c'est souvent le cas, et nous permettre une vision peut-être, plus précise de l'ensemble de l'écosystème, parce qu'à date, évidemment, chaque agence va avoir sa méthode, chaque régie aussi, mais encore une fois, c'est un mal nécessaire, et c'est pour aller dans une construction plus pérenne. C'est une transition. Ouais. On peut applaudir. Je pense que c'est très positif. Et à un moment donné, on est dans une transition. On sait que c'est un sujet pour les clients, pour les agences. Les associations, que ce soit Lyon des marques, l'UDECAM, s'en emparent.
on va aller vers un univers normé. En ce moment, tout le monde, effectivement, va de sa contribution, et c'est très bien. Il faut qu'on se construise comme ça pour essayer, en fait, d'arriver à une amélioration de la situation. Et donc, au final, que tous ces efforts soient faits, il reste encore beaucoup de chemin, mais je suis un éternel optimiste, mais on est sur la bonne voie. Julie, je crois que vous souhaitiez rebondir là-dessus. Deux petites choses à ajouter. C'est que, dans les sujets de mesure, de toute façon, on a quand même des standards à respecter. Aujourd'hui, l'ADEME a publié des critères. Donc, il y a des choses qui sont quand même factuelles vis-à-vis de la mesure, que toutes les mesures qui ont été lancées respectent, après, avec différents paramètres à prendre en compte. Et le deuxième sujet, c'est que, soyez rassurés, aujourd'hui, on ne se base pas uniquement sur un chiffre de tonnage carbone quand on évalue nos plans. Notre rôle de conseil, il est effectivement, Corinne l'a évoqué, de jauger de la valeur de la régie, de ses engagements, d'aller travailler plus dans le qualitatif et pas juste se reposer sur le tonnage carbone qu'elle dépense chaque année. Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour nous aussi de se projeter à moyen terme, à long terme, et donc de regarder dans le futur si on a des trajectoires communes, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller tous dans le même sens. Donc aujourd'hui, on ne prend pas purement et simplement un chiffre, on va aussi chercher de l'échange, de la valeur et de la qualité dans la relation. Et effectivement, la valeur, elle a un prix. Et c'est là où ça peut être deal breaker parfois. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je voulais préciser, c'est que notre média, la publicité extérieure, il nous a semblé injustement montré du doigt au moment de la crise énergétique il y a un peu plus d'1 an. Et c'est la raison pour laquelle, collectivement, on a décidé de réaliser cette étude par KPMG, dont la méthodologie elle est ouverte à tout le monde, donc c'est pas une étude source JCDecaux, et c'est des engagements très clairs et elle est accessible à tout le monde. N'attendons pas qu'il y ait un thermomètre commun. Alors je sais que l'ami Patrick Gouillot-Beauchamp ici emploie beaucoup au titre de l'UDECAM pour avoir un outil qui va homogénéiser les différents calculateurs qu'ont les uns et les autres. Mais ce que dit Julie, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui existe déjà, on ne peut pas dire qu'un médiaplaneur ou qu'un annonceur ne peut pas avoir une vision réaliste de sa responsabilité en matière d'investissement publicitaire. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la cacophonie. On est quand même sur des sujets qui sont nouveaux, malheureusement, j'ai envie de dire, mais en tout cas plus récents que la mesure d'audience, qui a plusieurs dizaines d'années. Et donc, sur ces sujets-là, aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de données concrètes, réelles, qui permettent d'investir en pleine conscience. Voilà. Donc, moi, je le redis, parce que finalement, c'est une petite musique qu'on entend heureusement un petit peu en ce moment. En matière d'émissions de CO2, le gros sujet, c'est le digital. Je suis désolé, voilà, c'est peut-être pas votre cas Snapchat, mais c'est vraiment les plateformes digitales. Donc, d'ailleurs, on n'est pas encore le 1er janvier, mais j'ose ici émettre un vœu, c'est que vous, les professionnels des agences médias, vous cessiez de considérer qu'il y a des médias de performance. C'est comme ça que vous les intitulez, médias de performance, puis il y a les autres. Mais de quelle performance on parle ? De celle que... Moi, je ne suis pas un spécialiste de la mesure d'audience du digital, mais j'ai compris que ce matin, que c'était quand même pas la plus grande transparence. Puis alors, en matière de responsabilité environnementale, là, arrêtez de les appeler les médias de performance. D'abord, c'est extrêmement désagréable pour les médias traditionnels. Voilà. Donc, voilà, de quelle performance on parle ? Soyons sérieux. Mais quelle performance est recherchée ? Puis quand on voit, quelle performance est recherchée aussi ? C'était aussi le sens de ma question. Donc appelons-les comme voilà. Appelons-les plateforme digitale, voilà. Et puis voilà, ok. Est-ce qu'on parle de performance sociétale ? Est-ce que quand j'entends dire on est français, où ils payent leurs impôts, ces gens-là, etc., quoi. Un moment, un peu de sérieux, quoi. Voilà. Julie, c'était le sens de ma question aussi, parce que on est vite parti sur la mesure, mais c'était aussi un peu le sens de ma question. Quel est, parmi vos clients, justement, dans cet indicateur de performance, d'efficacité, qu'est-ce qui remonte ? À quel point est-ce que cette question de responsabilité remonte en premier, en top, en bien plus loin ?
En fait, on a une vraie accélération aujourd'hui à la fois dans le partage des solutions qu'on met en place et dans la souscription aussi, parce qu'il y a un sujet de produits achetés. Et on est passé du simple au double depuis le début de l'année. On a de plus en plus de clients qui sont engagés à la fois sur la partie mesure, mais aussi sur la mise en place d'encodage green pour baisser justement le poids de sa diffusion en digital, de PMP aussi verte pour aller chercher des écosystèmes où on est plus responsable aussi dans la diffusion. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le critère toujours numéro 1, ça le devient pour certains types d'annonceurs, clairement. Et notre mission, c'est de faire que ça le soit à égalité avec la performance quand même. Et le monde n'est pas manichéen, en fait. Il n'y a pas des médias de performance et des médias pas de performance. Enfin, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on travaille comme ça en agence. Enfin, en tout cas, dans les échanges que j'ai avec mes camarades au sein de la commission, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de traitement manichéen du média. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur le discours et de confronter à la réalité de ce qui est aujourd'hui mesuré et mesurable. Et effectivement, là, on se rend compte qu'on a parfois des écueils. Et c'est le cas sur l'audience, mais c'est aussi le cas sur de l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, notre job à nous, à la fois individuellement, chaque agence, mais aussi collectivement avec l'UDECAM, c'est de remettre l'église au milieu du village, ce que disait Aude en démarrage. Et donc, on travaille progressivement à ça. Mais on ne peut pas stigmatiser, en tout cas, les plateformes digitales dans ce rôle-là de plus gros contributeurs carbone et de mauvais des médias, parce que ce n'est pas complètement vrai. Et aujourd'hui, les annonceurs ont besoin de ces médias-là aussi pour exister, pour aller chercher des audiences différentes et pour les adresser précisément. Parce qu'on a aussi ce sujet-là, aujourd'hui, d'aller adresser une audience de façon plus... on va dire, plus pertinente. Voilà. Et donc, dépenser moins aussi d'impression, de contact, & co. Et peut-être, Julie, ce qu'on peut ajouter pour rebondir à ce qui a été dit précédemment, c'est que en fait, ce fameux KPI framework, c'est aussi certainement une façon de faire évoluer les choses de façon positive, d'intégrer cette notion de bilan carbone et de se sortir aussi d'une seule volonté qui dévalorise toute la valeur qu'on a évoquée précédemment et qui reste que sur cette notion de coût, parce que en fait, la responsabilité, elle est essentielle, on l'a dit, mais on est trop souvent encore jugé sur notre capacité à faire baisser les coûts. On le voit bien, pour faire évoluer le marché, on a besoin d'investir, les médias ont besoin d'investir, les agences développent des outils. Chez Omnicom, on a une plateforme qui s'appelle Omni et qui ne cesse de se développer. Tout ça nécessite aussi du temps homme, et on l'a évoqué tout à l'heure, ce temps homme. Alors, être jugé uniquement sur des templates, c'est vraiment très restrictif du travail commun qu'on réalise. Merci beaucoup. Merci Corinne pour cette conclusion et merci Sarah pour cette table ronde. Merci à tous les quatre d'avoir partagé vos points de vue et vos avancées sur le sujet de la responsabilisation. On voit que d'ailleurs les chantiers ne sont pas encore tous complètement terminés. Ils ont vocation à évoluer. On suivra avec attention le programme SDAT qui sera annoncé avant la fin de l'année et qui vise à définir très concrètement ce qu'est aujourd'hui une régie digitale responsable. Donc stay tuned, comme on le dit.